Je vais essayer de pas être trop ennuyant. Le but, c'est de vous présenter un peu rapidement ce que j'ai fait par le passé et puis quelles sont mes tâches au quotidien, sachant que moi, je suis un ingénieur totalement formé à Angers. Je suis né à Angers, j'ai fait toutes mes études à Angers. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de partir en région parisienne pour un boulot qui m'attirait beaucoup. Donc, comme la plupart d'entre vous, cette année, j'imagine que vous allez tous avoir une licence en physique appliquée. Puis après, j'ai continué avec le master P ici, où j'ai eu toutes les bases d'un point de vue capteur et lumière. Mais je sentais que j'avais encore de la lacune, moi, d'un point de vue traitement d'image. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse avec David Rousseau sur le détournement d'un capteur du jeu vidéo qui est la Kinect, qui est en fait un accessoire qui permet de contrôler la console avec seulement les gestes du corps, les mains, les bras, même les jambes. Et donc à l'époque, on s'était un peu amusé à essayer de trouver des cas d'usage qui pourraient rendre service à des chercheurs en biologie pour les aider à relever un maximum d'informations, un peu comme le fait la Salma avec des technologies différentes. On était sur le même principe de se dire on va aller sur du low cost et on va essayer de minimiser les coûts pour trouver des solutions. Et donc on avait développé différentes technos avec à l'appui différents articles. Et moi, ça avait été l'occasion de développer différents outils sur du pilotage de capteurs et puis aussi sur des algos de traitement d'image dans différents levels, donc dans différents plutôt langages, ce qui avait permis un peu d'étoffer mon background capteur plus traitement d'image. Et donc à la sortie de ça en 2014, j'étais un ingénieur qui n'était pas un expert dans tous les domaines, mais qui avait une connaissance plutôt large sur les systèmes de vision et le traitement d'image. Donc en 2014, je posais la question de je suis à Angers, faut que je trouve un boulot. J'ai pendant ma thèse continué à avoir des petits projets sur le côté avec notamment des industriels du monde agricole. Et donc je me suis lancé dans un mode de création d'entreprise en 2014 pour essayer de porter un peu mes connaissances que j'avais gagnées pendant la thèse et sur les à côté dans une phase de conseil pour les industriels de la biologie. Alors, dans la biologie, en fait, il y a des agriculteurs, mais il y a aussi des chercheurs et des gros industriels qui produisent des produits pour ces agriculteurs. Et donc, le but, c'était d'accompagner ces acteurs-là dans le relevé d'informations qui leur permettent ensuite d'améliorer leurs produits, de trouver des nouvelles solutions. Et donc, j'ai fait pas mal de petites missions, du conseil, de la formation sur comment on utilise une caméra, comment on fait les réglages, des études comparatives de capteurs existants et puis quelques développements sur mesure. C'était une expérience hyper enrichissante d'un point de vue personnel parce qu'en fait, en plus d'avoir mis en place mes compétences techniques, j'avais réussi à un peu me connaître un peu mieux, savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, les trucs dans lesquels j'étais mauvais ou pas, les trucs que je voulais améliorer. Et donc j'ai rejoint une boîte en 2016 en région parisienne qui est une entreprise, une PME, on était une dizaine, quinzaine, et on travaillait sur des machines spéciales basées sur des systèmes de vision robotisés. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais dans l'industrie, il y a beaucoup de très gros robots qui sont en fait des bras robotisés sur lesquels qui peuvent se déplacer dans différentes directions avec plusieurs orientations, etc. Et donc on automatisait ces robots en mettant au bout du bras des systèmes de caméras, des capteurs, des caméras couleurs, des capteurs 3D, scanners laser, etc. Et avec ça, toutes les infos qu'ils généraient, on allait inspecter des très grandes pièces, notamment des moteurs d'avion, des fuselages d'avion. Il y a aussi des voitures, des moteurs de voitures et des choses comme ça. Alors, c'est souvent des pièces à faible volume quand on a ce genre de techno parce qu'il faut prendre le temps de tourner tout autour de l'objet qu'on veut inspecter. Et le but, c'était, on acquérait pas mal d'images et à l'intérieur de ça, on appliquait du traitement d'image traditionnel. Alors moi, je suis la génération un peu avant Salma où le deep learning existait déjà, mais on n'était pas du tout essaimé dans l'ensemble de l'industrie. Les technos n'étaient pas totalement matures, donc moi, c'est surtout mon travail et mes connaissances sont basées sur du traitement d'image plutôt conventionnel avec plutôt des algorithmes basés sur les règles de décision plutôt que sur du learning. Et donc, on utilisait ce genre
d'algorithmes pour rendre des rapports de contrôle à des opérateurs qui, plutôt que de passer 15 heures à inspecter un moteur d'avion, allaient recevoir un rapport sur lequel il y avait les détections de mauvaise conformité réalisées. Et puis l'opérateur allait vérifier à ces points-là que l'algorithme avait bien trouvé les bonnes non-conformités et prenait ensuite des décisions sur les niveaux de maintenance à appliquer derrière. J'ai fait ça pendant 2 ans dans cette boîte-là et au bout de 2 ans, j'avais commencé donc moi j'étais responsable de tout ce qui était nouveaux clients et preuves de concept. Et j'avais commencé un peu à faire du management d'équipe à TPSH et se poser la question d'un peu pivoter ma carrière. Voilà, j'avais plus envie de rester à TPSH pour différentes raisons que j'exposerai pas. Et en plus, me poser la question de ouais, j'aime bien manager, j'aime bien transmettre ma connaissance et puis aussi guider les gens pour qu'ils réussissent. Donc voilà, je me tournais un peu vers du management de projet. Du coup, j'ai rejoint un laboratoire d'innovation dans une boîte de conseil. En fait, vous allez le voir, quand vous sortez d'ingénieur, il y a beaucoup de boîtes qui sont des intermédiaires pour des grands groupes, dont le rôle, c'est de placer des ingénieurs dans ces grands groupes de manière temporaire pour répondre à des besoins très ponctuels. Et à l'intérieur de ces boîtes-là, souvent, pour faire un peu de communication et de marketing, ils ont ce qu'ils appellent des labs d'innovation, sur lequel, en fait, le but, c'est une petite équipe de 3-15 ingénieurs et puis on vient dérisquer des projets, faire des analyses de preuves de concept. Et là, c'était tout ce qui était autour de l'intelligence artificielle, avec notamment un projet en réalité virtuelle qui était d'améliorer la maintenance des avions par réalité augmentée avec des casques HoloLens sur lesquels on vient projeter des informations pour aider à la maintenance avec des instructions. Et puis aussi tout un gros logiciel, une grosse solution là de Natural Language Processing. Alors pour ceux que ça parle pas, c'est en fait tous les outils d'automatisation, d'algorithmes qui permettent de retranscrire du langage ou de comprendre du langage, soit parlé, soit écrit, pour le retranscrire dans une information vraiment structurée, utilisable et stockable. Et donc là, on travaillait sur aider des gens qui font des packaging. Quand ils réalisent des packaging, en fait, il y a plusieurs étapes où ils vont faire une première version, on va leur demander de faire des corrections, ils vont faire une deuxième version, ils vont refaire des corrections, et lors de ce process-là, ils ont beaucoup de mal à se rappeler à quel endroit il y a des différences. Et de la même façon, ils veulent vérifier, une fois qu'on a demandé la version 2, que quand la version 2 arrive, toutes les corrections aient bien été appliquées. Et donc, on leur avait développé un premier niveau de logiciel pour faire ce traitement. Et finalement, je me suis rendu compte au bout d'un an que le management de projet avec le client en direct, c'était vraiment pas mon truc. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui critiquent beaucoup et ça sans avoir vraiment la connaissance technique. Et puis j'avais aussi un gros envie de retourner dans la technique et j'ai eu l'opportunité en 2019 de rejoindre Cortex, dont je vais vous parler un peu après, et de reprendre un poste qui est un peu le même que chez TPSH, avec une responsabilité là encore plus approfondie. Donc Scortex, qu'est-ce que c'est? Scortex, c'est un nouvel acteur dans le monde de la vision industrielle. La vision industrielle, hein, c'est pas nouveau, hein, depuis 40, 50 ans, il y a des gens qui mettent des caméras dans des usines, qui font du contrôle de qualité des pièces pour s'assurer de la conformité d'une production. C'est beaucoup le cas dans le contrôle d'étiquettes, c'est beaucoup le cas dans des choses assez simples où la forme est assez simple et les défauts de conformité assez représentatifs et assez évidents. Et en fait, avec Cortex, on vient avec une idée long terme qui est un peu plus globale que les acteurs actuels, puisque en fait, les acteurs actuels font beaucoup de projets sur mesure, où un client vient avec son besoin, il customise l'ensemble du software, l'ensemble des caméras, et puis il vient installer ça sur la ligne. Et puis ensuite, il laisse le client avec sa data, manager tout ça. Nous, le but, c'est on veut designer une plateforme généraliste, ouverte aussi et modulaire, sur le contrôle qualité industrielle. Donc, on veut aider les industriels à manager leur qualité. À long terme, on veut être l'acteur qui délivre la plateforme qui permet de centraliser l'ensemble des données de qualité des industriels, que ce soit sur des sites partout dans le monde ou dans la même usine. Et on veut centraliser toutes les informations reliées à la qualité dans cette solution software qui va permettre, avec de l'analytics plus ou moins automatisée,
à des industriels d'améliorer leur niveau de qualité. La porte d'entrée qu'on a choisie pour développer cette plateforme-là, c'est l'automatisation des contrôles visuels. Pour exemple, un contrôle visuel, ça peut être contrôler la conformité d'un rouge à lèvres avant qu'il parte dans un magasin pour éviter qu'il y ait la moitié du rouge à lèvres qui soit arraché, qu'il y ait des trous partout sur le rouge à lèvres, que le logo soit pas visible. Ça peut être aussi dans le monde industriel de l'automobile du contrôle sur des portes de voiture pour s'assurer qu'il n'y ait pas des endroits où la porte est endommagée dès la production. Et un autre exemple potentiellement un peu parlant, ça peut être aussi pour des poches plastiques pour le monde médical dans lequel on vient mettre des produits comme le sang ou des choses comme ça, s'assurer que l'étanchéité et l'ensemble de la conformité du produit de ces poches-là soit bien assurée. Et donc, durant la production de ce genre de produit, il y a des personnes à l'heure actuelle qui passent des heures entières à regarder les produits, passer devant une ligne de production parfois plusieurs secondes, plusieurs produits par seconde. Et on leur demande à ces gens-là de dire bon, bah là, tu dois nous dire quels sont les produits défectueux pour qu'on les éjecte de la ligne. Et nous, le but, c'est à l'aide d'une technologie basée sur le deep learning, donc les mêmes technos qu'a présenté Salma, de faire l'éjection automatique, donc la détection des produits non conformes et l'éjection sur la ligne après la décision de l'algorithme pour s'assurer que les produits défectueux sont bien retirés de la ligne. Mais en même temps, on souhaite capitaliser sur l'information acquise et les data pour retranscrire des graphiques sur la production, quel est le niveau de défauts à l'instant T, quels sont les types de défauts les plus représentés, est-ce qu'on est capable de donner une origine à ces types de défauts, quels sont les réglages et les niveaux de production, etc. Donc on essaye d'accompagner nos clients sur ces sujets-là, avec une vision un peu plus produit que les acteurs du moment. Nous, on est une start-up, pour être tout à fait clair, pas du tout rentable à l'heure actuelle. On développe notre produit à partir de projets spécifiques. On a levé sur les 3 dernières années 5 millions d'euros et on est en train de refaire une levée de fonds pour continuer à améliorer notre produit. Le but, c'est à l'heure actuelle, on utilise des clients spécifiques et on leur fait du développement spécifique pour designer notre produit. Et on essaye d'avoir des axes de R&D basés sur ces clients-là pour se dire dans notre produit, on veut ajouter telle ou telle fonctionnalité, on veut ajouter tel ou tel capteur. Et donc, on utilise ces cas clients pour construire notre produit. Et dans cette organisation-là, moi, je suis responsable d'une petite entité qui est toute récente, donc qui a été fondée il y a 1 an, ce qu'on appelle Computer Vision à Sportec, mais qui est en fait tout ce qui est traitement d'image et vision, hormis le deep learning, puisqu'en fait, pour le deep learning, qui est la technologie mère de Sportex, sur laquelle Sportex est basé, on a une équipe dédiée deep learning, et donc moi, je suis responsable de la création d'une équipe qui tourne autour du système d'acquisition. Donc, comment on peut faire en sorte de mettre en place un système de caméra qui va être le plus standard possible et qui va s'adapter au plus de cas possible pour pouvoir avoir 1, 2, 3 uniques architectures de systèmes de vision pour répondre à la majorité de nos clients. Donc, j'utilise à l'heure actuelle les projets pour mettre en place ces stratégies-là. Et on utilisera à terme toujours des projets un peu similaires pour venir tester des nouvelles technos de capteurs avec de la R&D autour de ça. Et j'ai une deuxième action qui est plutôt dans la partie traitement de la data. Donc, quoi qu'il arrive, nous, les défauts sur lesquels on s'attaque, ils nécessitent le deep learning. Les méthodes conventionnelles ont très peu de chances de fonctionner avec des niveaux de perf satisfaisants sur les types de défauts sur lesquels on travaille. Par contre, le deep learning, d'une, c'est pas la solution à tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses très très simples sur lesquelles ça sert à rien de sortir un gros marteau pour taper sur une mouche. On a des thématiques de tracking de défauts, de localisation des pièces où des méthodes traditionnelles peuvent être aussi efficaces que le deep learning. Et on a aussi des thématiques sur lesquelles le traitement d'image traditionnel peut apporter des solutions, notamment sur le suivi du niveau de performance des systèmes, s'assurer que l'algo deep learning qui a été
Donc, comme l'a montré Salma aussi précédemment, pour apprendre ce type de modèle ou d'algo, on a besoin d'annoter de la data ou en tout cas d'avoir de la data fiable en entrée. Potentiellement, quand des nouvelles choses arrivent dans les images, ces méthodes-là n'ont pas tendance forcément à failer. Alors, nous, on se rend compte que de plus en plus, avec notre process, on arrive à quand même limiter ces erreurs qui peuvent coûter cher, puisque si l'algo se trompe sur une détection et que, par exemple, pour une voiture, pendant 1 heure, il ne voit pas un nouveau défaut donné, ça sera plus de 100 000 euros de frais pour le producteur des pièces de voiture. Donc, on n'a vraiment pas le droit de se tromper sur ces détections. Et donc, on développe aussi, à côté du modèle deep learning, des algorithmes de traitement d'image traditionnels qui viennent empêcher ce genre de situation. Et donc, c'est aussi part de mon équipe et de mes actions à l'heure actuelle. Donc, je dis mon équipe parce que je vise à construire une équipe, mais pour l'instant, je suis le seul membre de cette équipe-là. Et le but, c'est de continuer à grossir. J'aurai sans doute un point à la fin sur ce point-là, mais si vous êtes intéressé par des stages ou des embauches, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ouvert à la discussion. Si on rentre maintenant un peu plus dans le détail des tâches, alors là, j'espère que je ne vais pas être trop ennuyant parce que ça change un peu là de ce qu'on a vu précédemment. J'ai pas le droit en fait de vous montrer des choses internes parce que on préfère garder la confidentialité sur nos process, sur nos clients. Et voilà, c'est dommageable, mais c'est la situation actuelle. Mais si je donne un peu les grandes tendances de mes tâches au quotidien, donc moi, à l'heure actuelle, on fait rentrer quelques clients spécifiques pour builder notre produit. Donc j'ai pas mal de tâches sur ce client-là a ce besoin-là, quelles sont les architectures qui peuvent répondre en termes de système de caméra, d'éclairage, puisqu'en fait, dans le domaine de la vision industrielle, pour la visibilité des défauts, on a beaucoup d'intérêt à avoir une bonne qualité d'image d'entrée avec des défauts bien visibles. Et pour rendre ces défauts bien visibles dans les images, il y a quelque chose qui est primordial, c'est d'optimiser le setup d'éclairage. Ça fait 90% du job en règle générale. Et donc, pour faire ça, en fait, j'ai un process assez simple qui ressemble un peu à ce qu'on peut faire en machine learning. C'est, je prends des samples, je les regarde, je les analyse, je les trie, j'en sélectionne un certain nombre, je fais des tests, je valide les tests et je fais un choix définitif de design. Et puis ensuite, à partir des échantillons restants, je valide mon système. Alors, vu qu'on travaille beaucoup avec le deep learning et qu'une des faiblesses du deep learning à l'heure actuelle, alors nous aussi on travaille sur de la donnée simulée, mais quand on travaille sur de la donnée réelle, il faut que les datas soient annotables par un humain, c'est-à-dire un peu comme Salma a montré des perspectives intéressantes là sur les Light Tracker. Nous, on utilise une petite armée de gens là qui sont une dizaine de personnes dans l'entreprise en règle générale quand ça tourne bien. Qui vont regarder les images avec leurs yeux, qui vont tracer des box avec leurs mains. Et c'est certes un job qui est hyper pénible pour n'importe qui. Hein. Vous pourrez essayer un jour, vous en rendrez compte. Mais en fait, pour nous, ce qui nous sort, c'est de l'or et on les remercie tous les jours de faire ce travail-là parce qu'en fait, sans ce travail-là, on sera incapable de sortir un algo qui atteint les performances souhaitées par les clients. Donc, on a ces gens-là qui travaillent sur la notation et moi, mon job, c'est de créer des images, donc de faire en sorte que mon système de vision permette d'avoir des images où ces défauts-là sont hyper facilement visibles. Parce que sinon, en fait, les annotateurs, quand ils vont être devant leur ordi, ils vont avoir tendance à louper la moitié des défauts. Nous, on va avoir tendance à apprendre notre modèle sur la moitié des datas qui ne sont pas annotées. Et donc, on va avoir tendance à se tromper la moitié du temps en performance. Donc ça, c'est le premier travail à l'heure actuelle que je réalise, qui est assez général, qui met en place pas mal de compétences en optique, en photonique, concernant la lumière, et puis aussi en géométrie dans l'espace. Et une autre partie de mon boulot qui est plus liée à l'innovation, à la mise en produit, à la standardisation du travail, c'est essayer d'identifier des patterns dans les architectures. Et identifier des technos d'éclairage sur lesquels on veut se focus, identifier des caméras. Et donc là, c'est mon travail actuel d'essayer de capitaliser pour mettre en place cette architecture-là. Pour ça, j'utilise bien sûr les projets clients parce que rien ne vaut l'expérience et les tests en laboratoire sur des vrais use cases. Mais j'utilise aussi pas mal de
de veille, c'est-à-dire être sur Internet, avoir des mots-clés, lire des articles scientifiques, faire des recherches sur ce que font les concurrents, parler avec les fournisseurs des nouvelles technos, tester des nouvelles technos en prêt, etc. Donc ça, c'est tout un tas de petites actions que j'ai au quotidien, plutôt de manière hebdomadaire, sur, voilà, je fais attention à ce qui se passe, j'essaye de tester des nouvelles choses, je lis des choses, je m'intéresse. Et puis, le but, à partir de l'identification des architectures et de cette veille-là, c'est de faire de l'industrialisation. Un produit, quand on est dans une startup, le seul moyen de continuer à vivre, c'est de viser la mise à l'échelle, c'est-à-dire de viser la duplication du même système pour se dire que les millions qu'on a investis précédemment, on va être capable de les rentabiliser sur une période donnée. Et donc là, l'étape d'après, une fois qu'on aura trouvé les architectures, ça va être de les industrialiser pour qu'elles soient facilement déployables, facilement commandables, facilement déployables sur site et facilement validables. C'est important aussi quand on installe un système de vision de se dire bon, j'ai bien checké les paramètres, j'obtiens bien ce qu'il me faut et derrière je suis sûr que mon modèle il tournera avec des performances satisfaisantes quel que soit le type de part ou le type de défaut, parce qu'en fait après derrière on est plus sur une force à aller annoter de la data et ça dépend seulement des moyens qu'on va mettre pour y arriver. Et finalement, et ça c'est plus des tâches à moyen long terme, donc surtout pour l'avant-dernière, on va devoir, une fois qu'on a mis en place ces architectures standardisées, continuer à essayer de les améliorer, parce qu'une fois qu'on aura standardisé, si ça marche, les concurrents vont venir faire la même chose. Et donc il faut toujours essayer de garder une étape d'avance, toujours être dans la proaction, essayer de proposer des nouvelles choses, augmenter les performances ou diminuer les prix. C'est aussi c'est deux leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour continuer à être au niveau sur le marché. Et finalement, un point qui est assez innovant aussi sur ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, on est en train de développer des outils et qui permettront à des clients à nous d'automatiser les actions que je vous ai listées avant, notamment la première. Il se peut qu'il y ait pas mal de nos clients, en tout cas une partie non négligeable dans le monde, qui ait besoin de développer vraiment des solutions sur mesure. Et c'est bien l'image de ce que donne le marché à l'heure actuelle, c'est que ce marché-là, il est hyper segmenté avec beaucoup d'intégrateurs. Et donc, nous, on essaye de développer des outils qui seraient utiles aux intégrateurs ou aux clients eux-mêmes pour déployer des systèmes de vision sur mesure dans les usines, pour ensuite aussi automatiser la partie ML qui est machine learning, qui est aussi notre cœur de métier. Donc, il y a aussi une partie programmation code dans cette activité-là. Et sur l'activité plutôt traitement d'image, on est sur du développement de fonctionnalités. On a un product manager qui centralise l'ensemble des besoins en termes de fonctionnalités logicielles. Ce product manager, il prend les inputs des utilisateurs et il les traduit en besoins qu'on appelle fonctionnels dans le domaine logiciel. À partir de là, moi, je me mets en place des objectifs sous la forme d'une roadmap que je définis à partir de revues technologiques ou de tests rapides d'algo plutôt standard, parce qu'en fait, la chance qu'on a avec le traitement d'image traditionnel, c'est que ça fait tellement de longtemps que ça existe qu'il y a plein de choses d'accessibles et que c'est plutôt maîtrisé. Et donc, on utilise cette connaissance-là et ces tests-là pour consolider une roadmap par rapport à des fonctionnalités produits. Une fois qu'on a cette roadmap et la fonctionnalité en tête, le vrai besoin, on va définir des métriques. Alors là, ça ressemble beaucoup souvent au travail d'annotation. On essaye de déterminer ce qui permettra de valider mon algo ou ma fonctionnalité. Et puis après, c'est étape par étape. Dans le monde logiciel, on aime bien le mot agile. Je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le travail, quand on travaille dans le software. On va développer une première version, on va essayer de l'améliorer, on va la débugger, voilà. Et donc nous, on travaille beaucoup comme ça avec des preuves de concept au départ. On fait une première preuve de concept, on valide la performance. Si la performance est validée et non validée, on va continuer à faire des recherches, à lire des articles, à implémenter des nouvelles versions, à changer d'algo, etc. jusqu'à temps qu'on la valide. Et une fois qu'on l'a validée, on va vraiment travailler sur l'optimisation. Parce que, et ça, c'est un métier à part entière que moi, je prétends pas savoir faire. Savoir coder, je pense que c'est ouvert à beaucoup de gens. Savoir avoir un code hyper optimal,
hyper efficace, qui tient des cadences, etc. C'est aussi un boulot à part entière sur lequel on peut avoir des profils très particuliers. Et donc ça, c'est l'avant-dernière étape qui est j'optimise, je nettoie. C'est hyper important d'avoir du code hyper propre et hyper transmissible pour le reste des équipes. Et puis ça nous permet d'avoir quelque chose de documenté et d'industrialisé. Et puis après, on envoie en production. Et puis la dernière étape de ce travail-là en traitement d'image, c'est il faut aussi s'assurer que les performances sont maintenues dans le temps. C'est encore plus vrai pour le deep learning, mais c'est aussi vrai pour le traitement d'image traditionnel. Et donc là, il y a une partie du travail qui peut être de la résolution de bugs parce qu'il y a un cas qui s'est produit en production qui n'avait pas du tout été prévu, ou parce que le client a décidé d'avoir un nouveau cas d'usage ou a mis la machine dans un certain état qu'on n'avait pas prévu. Donc là, il y a différentes actions aussi sur le maintenance et le support, sachant que nous, à terme, tout ce qui est support et maintenance, on vise à avoir une équipe dédiée. Et donc, ça ferait plus partie de mon travail. Pour la partie traitement d'image, la programmation est importante, mais le plus important, c'est clairement cette capacité à raisonner d'un point de vue logique et mathématique avec l'algorithmie. Alors, il y a beaucoup de choses accessibles. Hein. Voilà, il faut être capable d'aller chercher les bonnes infos et de prendre des conclusions par l'essai, et puis aussi pas mal de géométrie dans l'espace. On travaille surtout avec des matrices que sont les images, et donc avec des objets à l'intérieur. Et donc, on travaille beaucoup sur la forme de ces objets-là, sur leur aspect, avec de l'aspect géométrie, mais aussi du traitement mathématique. Si je devais conclure vite fait cette discussion, si c'est des choses que vous pouvez retenir, moi je pense que c'est ce que j'essaye de mettre en place au quotidien. J'adore continuer à apprendre des choses. En tant qu'étudiant, ce que je vous conseille, alors moi je ne l'ai pas fait à mon époque, donc je sais que ça peut être compliqué, mais n'hésitez pas à avoir des projets sur le côté. C'est hyper important quand vous allez postuler dans des entreprises de montrer que vous avez fait des choses, que vous avez essayé de comprendre des choses. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout réussir de toute façon, mais essayez des choses sur le côté. Donc c'est hyper important et n'hésitez pas. Continuez aussi à faire clairement, moi j'en fais tous les jours. Ça fait 10 ans que je bosse, pourtant je continue à faire des erreurs, j'essaye de les minimiser, j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais de toute façon, quand on développe quelque chose, un nouveau produit, un nouvel algo, on fait forcément des erreurs, et je pense que le plus important, c'est d'essayer de trouver votre champ d'application, les technos et les compétences et les domaines dans lesquels vous prenez du plaisir. Alors, je pense que vous allez sans doute vous tromper. Hein. Moi, ma carrière est faite aussi d'erreurs de ce genre-là. À votre âge, j'étais aussi un peu instable et un peu indécis plutôt sur ce que je voulais faire. Donc, essayer de prendre des décisions en visant à prendre du plaisir. Et moi, mon but, c'est de faire agrandir mon équipe à Scortex. Donc, si vous avez des envies de travailler dans ce genre de domaine-là, avec ce genre de techno, n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site Scortex. C'est le plus simple, ça nous permet de centraliser les demandes, et puis d'avoir accès à des outils qui nous permettent de vous transmettre un questionnaire technique et de mettre en place des meetings s'il faut. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez.